région déshéritée par la nature, est aussi la plus peuplée du pays. 1/10 de la population doit donc s'expatrier de façon régulière pour aller chercher du travail ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire en France, où le marché du travail... À partir de leurs indépendances dans les années 1960, les pays africains qui entrent à l'ère du développement vont connaître à des degrés divers l'émigration de leurs ressortissants vers l'Europe et l'Amérique du Nord. En France, pendant les décennies 60-70, cette émigration d'Africains passe par Marseille. Ils venaient pour travailler, gagner un peu d'argent et repartir au pays. Ces vagues successives d'immigration ont permis l'expansion économique des 30 Glorieuses. Juillet 1974, le président Valéry Giscard d'Estaing ferme les frontières. Cette mesure est exceptionnelle dans l'histoire de l'immigration. Il n'y a pas de travail dans votre pays, il n'y a pas de travail à Sfax, vous ne pouvez pas trouver à vous employer à Tunis par exemple? Si, il y a des travails, mais il y a des travails qui n'est pas bien payé. 15 francs ou bien 1200. Cette immigration était au départ surtout considérée comme nuisible au développement de l'Afrique. Mais plus tard, on a compris que les émigrants pouvaient aussi représenter potentiellement des diasporas susceptibles d'être mobilisées au profit de leur pays d'origine. C'est alors que des associations de solidarité avec le village d'origine vont naître. Mais ces associations, du coup, qui étaient nées pour la plupart entre les années 70 et les années 80, c'était des associations de type association villageoise, c'est-à-dire, pour aller vite, des associations qui sont fondées par des collectifs de personnes qui sont venues en France pour travailler, donc des travailleurs immigrés, comme on les appelait à l'époque, qui créent des associations villageoises, donc qui se regroupent parce qu'ils appartiennent tous, ils ont tous ils sont tous issus du même village, ou en tout cas du même territoire. Et donc ils prolongent en migration, en France, ils prolongent des formes de solidarité traditionnelles et dans un, ça a été très expliqué, hein, mais avec toute cette question de ce rapport à une dette symbolique, identitaire, économique, sociale vis-à-vis de la communauté d'origine, se mettent à monter des projets collectifs, en direction du territoire d'origine. Dans le cas de la France, il existe des structures solidaires qui viennent en aide aux pays dits pauvres. Parmi ces dernières, il y a ce que l'on appelle les organisations de solidarité internationale issues de l'immigration, plus communément appelées les OSIM. Ce sont principalement des associations ou des collectifs qui œuvrent là-bas pour le développement de leur pays d'origine et ici, entre autres, pour l'intégration des migrants et de leurs descendants. Au sujet des OSIM, la première chose, c'est qu'il s'agit d'une nébuleuse associative. Donc vraiment, là c'est un sigle, un acronyme qu'on utilise, qui existe depuis le début des années 2000, mais qui en fait est d'une part très récent, d'autre part très peu employé. Plus d'un Français sur 3 donne de son temps bénévolement pour les autres. En France, les regroupements de personnes à l'ombre des ONG et qui aident les pays dits pauvres ont pignon sur rue dans les communes. Mais sait-on réellement et concrètement ce qu'ils font ? On peut dire, en faisant un peu des évaluations à partir du journal officiel ou ce que j'essaie de faire, qu'il y a plusieurs milliers, je ne m'avance pas trop en disant ça, disons entre 2 et 5 000 associations de ce type en France, c'est-à-dire fondées ou animées par au moins une personne issue de la migration et qui mènent un projet de développement dans un territoire du Sud qui est lié à cette personne issue de la migration. Sans l'apport de cette diaspora dans les pays d'origine, on aurait pu assister à des catastrophes humaines. Mais ce sont des raisons liées à la lutte contre les pauvretés. Donc la pauvreté a double sens. Un, lutter contre la pauvreté familiale, d'abord. Donc faire de sorte que la famille sorte de cette situation de pauvreté et de précarité. Une fois que la famille dispose des ressources nécessaires pour vivre, donc on s'attaque à celle collective, celle de la collectivité villageoise. Alors, la coopération internationale permet d'une manière générale de travailler sur les déséquilibres du monde qui existent à toutes les échelles et qui ont des impacts sur tous les territoires. Prendre des exemples, le réchauffement climatique, quand il y a des choses qui déraillent dans les pays du Sud, les pays du Nord en subissent les conséquences. Mais aussi, quand ça déraille dans les pays du Nord, c'est les pays du Sud qui en subissent les conséquences. Donc il y a des enjeux mondiaux comme ça, sur lesquels Nord et Sud ont destin liés. Pour agir,
ces institutions ont différentes cordes à leurs arcs. Elles peuvent envoyer de l'argent ou du matériel, former leurs concitoyens, mais également monter des projets de développement dans leur pays d'origine. Et c'est sur ce dernier point que le film se focalisera. Quelles sont leurs intentions, leurs travaux, leurs résultats? Nous nous sommes alors arrêtés sur une association que nous allons suivre durant la vie d'un de ces projets. Cette association, c'est Afrique Europe Avenir. Elle agit en direction du Cameroun, notamment dans la zone de Kribi, et est basée à Dunkerque, dans le nord de la France. C'est Antoine, le président, qui fut à l'initiative de la création de l'association Afrique Europe Avenir. Son envie d'agir émane d'une expérience personnelle. Eric est quelqu'un de ma famille qui est, on va dire, un peu plus en amont de la jeunesse de mon engagement associatif. Pourquoi ? Parce que en me déplaçant au Cameroun, Eric était venu me voir pour que je l'aide financièrement. Parce que c'est vrai que dans certains cas, la pauvreté est quand même assez prégnante au Cameroun, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être privilégiés. Maintenant, je l'ai aidé en lui, on va dire, apprenant à pêcher, parce que justement, c'était dans le domaine du poisson. Kribi est une ville côtière, et au départ, son idée était de se lancer dans un business, dans une affaire, une petite affaire, modeste affaire, mais avec mon expertise, je l'ai orienté pour qu'il démarre cette activité de revente de poissons. Donc je lui ai fourni une glacière et un stock de glaçons aussi. Et donc j'ai réfléchi avec lui, en lui donnant une stratégie, et c'est quelque chose qui a pris assez rapidement. Et il avait sa marge bénéficiaire qui était conséquente et qui lui a permis de fonctionner. Donc, cette aventure avec Eric a été l'élément où je me suis dit, en accompagnant quelqu'un, il y a la possibilité de lui permettre de se donner une activité, et de vivre de cette activité-là. C'est vrai que c'est modeste pour démarrer, mais par rapport aux conditions locales sur place, moi, c'est quelque chose qui m'a convaincu qu'il ne fallait pas forcément énormément d'argent pour être efficace ou pour être actif, mais une aide au niveau de la conception, de l'accompagnement, peut donner des résultats appréciables. Donc je suis arrivé en France pour mes études, en 98. J'ai fait un parcours classique, on va dire, jusqu'à la création de mon entreprise, donc une entreprise de négoce, d'importation de bois. Et cette activité m'a amené à me rendre au Cameroun, mon pays d'origine. Et c'est là, en fait, que tout va démarrer. La création d'Afrique Europe Avenir découle d'une rencontre, en fait. Dans mes déplacements pour aller acheter du bois, j'ai été amené à rencontrer une dame dans un village qui s'appelle Olive, et sa générosité m'a touché. C'est une cultivatrice, on dit au Cameroun une villageoise. Cette femme-là m'a touché parce que c'est une grande travailleuse qui se lève très tôt le matin. Revenant en France, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner, pour soutenir des personnes comme Olive, justement. Et c'est comme ça que nous avons décidé, en 2008, de créer l'association Afrique Europe Avenir. Alors, Afrique parce que l'histoire démarre en Afrique, Europe parce que nous vivons en Europe, les membres de l'association, et Avenir, pourquoi ? Pour une touche d'espérance,
parce que il y a beaucoup de déséquilibres. Et l'un de ces déséquilibres est justement ce qui a amené la famille d'Olive à se retrouver, on va dire, dans une situation un peu difficile à Kribi. De là, un projet conséquent va voir le jour. Antoine et ses acolytes de l'association AEA vont monter un projet. Quelques mois après avoir réfléchi sur la question, ils définissent les enjeux. Aujourd'hui, les membres de l'OSIM Afrique-Europe Avenir se réunissent pour évoquer, discuter et échanger sur le projet qui va les animer pendant de nombreux mois. C'est le projet Kribi. Général de l'association Afrique-Europe Avenir. Donc pour être précis, on accompagne au Cameroun des jeunes pour qu'ils deviennent agriculteurs professionnels. Voilà. Dans le cadre d'une insertion professionnelle dans le domaine de l'agriculture. Donc ça, c'est le côté Cameroun. Donc notre ambition est d'avoir un centre de formation qui a vocation à devenir aussi une coopérative plus tard, qui leur permet de structurer leur activité professionnelle sur le long terme. Donc ça, c'est notre ambition là-bas. Ici, c'est plutôt la sensibilisation. C'est informer les gens sur le fait que l'étranger ne devrait pas être stigmatisé parce que nous avons des liens étroits, que nous le voulions ou non, parce que l'histoire a fait ça comme ça. Donc ça, c'est les plans du centre de formation que nous sommes en train de vouloir construire. Donc nous avons l'acquisition du terrain, c'est en cours parce qu'il faut qu'on obtienne de manière définitive le titre foncier, mais sinon les fonds ont été engagés. Le propriétaire du terrain a déjà reçu les fonds d'une parcelle de 500 mètres carrés que nous avons acquis au nom de l'association des cultivateurs du Sud, parce que ça c'est très important. On espère pour 2015 avoir la dotation au moins du conseil général et le conseil régional. Nous verrons bien. Ça devrait être la décision collective de créer un centre de formation dans le village est prise. L'association veut apporter aux cultivateurs du Sud les bases d'une activité qui deviendra durable et rentable. Les investissements offriront aux formés du futur centre de monter leur propre activité et donc de subvenir à leurs propres besoins. Au cours de nos pérégrinations dans le monde nébuleux des OSIM, il a été remarquable de voir que les pratiques de ces dernières ont évolué au fil du temps et des générations. Pourquoi est-ce que vous êtes venu en France? Enfin, moi, je suis venu en France puisque je voyais pas mal de Français chez moi. Et puis, je me suis dit, il faudrait que moi aussi, je vienne ici pour voir. Moi, j'envoie environ une fois par trimestre, souvent même une fois par 2 trimestres. Mais c'est pour votre famille dans ce cas ou c'est pour vous, pour que vous mettiez de côté? Non, non, pour ma famille, pour leur venir en aide de temps en temps. De temps en temps? De temps en temps. Il y a beaucoup de transferts d'argent au niveau des immigrés. Dans notre pays, au Sénégal, mais en particulier dans les zones à fort taux d'immigration. Et cet apport donc des immigrés dépasse largement les aides publiques au développement, les APD, dépasse largement. Donc ce qui fait que, mais malheureusement cet argent n'a jamais servi à faire du développement économique. C'est de l'argent qui a servi souvent à gérer des cérémonies de famille, des cérémonies familiales. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on en est conscient et ce qui fait que les autorités font beaucoup d'efforts pour quand même réorienter cette manne financière. Mais si je ne me trompe pas, on parle de 300 milliards de dollars d'argent qui, comme ça, irait des migrants vers leur territoire d'origine. Mais c'est de l'aide qui est comme ça assurantielle. Celle-ci, elle est exponentielle, elle ne diminue pas. En fait, les actions collectives, donc des gens qui s'agrègent, qui en association vont mener des projets plutôt d'intérêt général du coup. On va essayer de sortir de du seul prisme de j'aide ma famille ou mon groupe, mais je vais aider plus largement. Ça en fait, ça s'ajoute
à la question des transferts. Souvent, les individus qui sont engagés dans des associations aident aussi en parallèle leur famille. C'est pas ou. Nous avons des enfants qui sont nés ici, qui n'ont pas les mêmes problématiques de représentation de la solidarité comme nous, qui ne connaissent pas forcément ces familles qui sont restées au pays. Donc on dit que c'est très difficile d'être solidaire de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc à partir du moment où il y a ça, nos enfants préfèrent s'orienter vers d'autres formes de solidarité qui permettraient de sortir ceux qui sont restés au pays de la dépendance vis-à-vis de l'immigré et de pouvoir se compter d'abord sur le propre eux-mêmes et de trouver à travers l'immigration des outils leur permettant d'être de plus en plus autonomes. Mais on est face à des associations qui sont très très différentes, vraiment en termes de profil, c'est-à-dire qui sont les membres, en termes de pratiques associatives, c'est-à-dire comment est-ce qu'on anime l'association, comment est-ce qu'on mène le projet, avec qui est-ce qu'on travaille, c'est vraiment très varié. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui font leurs réunions par Internet, ou des réunions Twitter, ou les contacts se font par Facebook, on recrute des membres par Facebook. Et du coup, dans la gestion associative, c'est pas du tout pareil. C'est pas on se retrouve tous les dimanches après-midi entre ressortissants du village et puis tout en échangeant des nouvelles, on va aussi réfléchir sur le projet. C'est pas du tout ça. On est très technique, très précis, très pointu. Là, on sait qu'il faut déposer tel projet de demande de subvention, tac, tac, tac. Là, à minuit, on échange des infos par Facebook et puis on se fait passer. Et sur le Drive, on remplit ensemble, le Google Drive, on remplit ensemble le dossier. Enfin, du coup, c'est vraiment une autre façon de faire de la solidarité. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de la générosité et de la bonne volonté pour aller chercher du financement, pour conduire un projet, pour que le projet aboutisse sur le terrain aussi. Je crois que ça ne s'invente pas, il faut être formé. Et donc nous avons mis à la disposition des associations des formateurs pour les aider à formuler un projet, mais aussi à évaluer leur projet, à réfléchir au projet en matière d'objectifs du millénaire pour le développement, etc. On entend souvent dire que ce qui fait la spécificité des OSIM, c'est leur compétence culturelle. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est-à-dire qu'au fond, le fait d'avoir émigré, d'avoir vécu d'avoir cette trajectoire migrante, donnerait en quelque sorte une capacité unique. Voilà. Parce qu'on est issu de tel territoire, du coup, nécessairement, on parle la langue, on maîtrise les codes culturels, on sait qui sont les interlocuteurs sur place. Nous les nommons les Robins des Bois des temps modernes. Oui, ils récupèrent de l'argent, des subventions des pays développés pour les dépenser dans leur pays d'origine. Toutefois, pour y arriver, la route est très longue. Effectivement, le cycle de projet demande beaucoup de temps et d'énergie. Nous nous demandons alors quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qui les fait tenir ? Des évidences pour certains, des convictions pour d'autres. Les motivations sont différentes, mais les objectifs sont les mêmes. Cette solidarité-là, qui est en chacun, il me semble. Je ne pense pas qu'il y a une catégorie de gens qui vont être naturellement ou spontanément plus solidaires que d'autres. C'est en fonction de la connaissance qu'on va avoir, de l'éducation, de la culture qu'on va avoir. Nous avons tous des vies familiales aussi. Professionnellement, au niveau de la vie privée. Donc du coup, ça demande vraiment un investissement personnel, un engagement. Et je pense que c'est vraiment parce qu'on travaille à un moment donné avec le cœur. Et du coup, quelquefois, on a tendance peut-être à s'oublier. Et on a tellement des convictions assez fortes dans lesquelles on s'est engagé. Du coup, que voilà, ça devient naturel. Quand il y a des choses, on peut pas se voir en réunion, c'est pas grave, on s'appelle. Et on voit comment on peut mettre en place les choses. On est quand même pas mal engagés et nous ne comptons pas notre temps. Et ce n'est pas du tout une corvée parce qu'on prend du plaisir aussi à intervenir ou à agir de cette façon-là. Les motivations des membres de l'AEA sont personnelles. Ils ont à cœur d'aider leurs compatriotes pour leur permettre de vivre dans des conditions dignes, voire aussi confortables que la leur. De plus, un lien fort les unit au pays de leurs parents. Il est donc indispensable de participer, d'une façon ou d'une autre, au développement du pays. C'est une évidence naturelle, une évidence presque familiale. C'est des gens qui ont souvent quitté leur village. Alors, pour ceux qui sont nés ici,
ils conservent des liens directs avec le territoire. Et pour eux, ils n'imaginent pas, j'imagine, laisser le reste de leur famille vivre dans des conditions qui sont absolument pas comparables avec celles qu'ils connaissent ici. Aujourd'hui, on le fait parce que c'est devenu, pour ma part, c'est devenu naturel. Parce que dans l'éducation que mon père nous a donnée, on a toujours eu ce lien avec le pays d'origine. Donc à un moment donné, quand on y va, chaque année, on voit dans quelles conditions les populations vivent. On se dit, bon, on peut donner un coup de pouce, on est un peu éloigné, mais à notre niveau, on peut contribuer. Une fois constitués et expérimentés, les OSIM ont commencé à travailler ensemble et à former des collectifs d'associations du même pays. Puis, des réseaux régionaux et nationaux se sont constitués. On fait tout ce qui est éducation, santé, on fait des actions, on essaye de faire des actions. Que dans votre village. Et vous savez Nous travaillons sur Dunkerque avec une jeune association qui est plus dans le domaine de l'aide à la scolarisation, donc l'association Amaedec. Et nous sommes justement en train de constituer un collectif d'associations camerounaises sur le Dunkerquois. Quand on est en réseau, le fait que plusieurs associations touchent plusieurs typologies de sympathisants différents, et ça, c'est un élément qui est positif. Ça donne de l'ampleur, ça augmente l'impact que peut avoir une action. Concrètement, ce que je veux dire, c'est que quand on mène un projet de développement, on est obligé de trouver des partenaires techniques, d'établir des liens avec les institutions locales, avec les associations locales, à la fois dans les territoires où on a des membres, dans les territoires où on cherche de l'argent, dans les territoires où on agit. Et donc, du coup, par ce projet de développement, on va créer des liens. Il y a, il me semble, la possibilité de bénéficier d'une cohésion entre les associations, ou d'une synergie entre les associations. Moi, je pense que c'est un élément qui peut faire boule de neige. C'est-à-dire quoi? Je pars sur l'idée où une association qui s'engage dans un projet toute seule aura plus de difficultés qu'une association qui, quelque part, est soutenue ou accompagnée, ou en tout cas dans un réseau effectif, pas forcément administratif, pour réaliser des actions. Et on se rend compte que c'est un peu chaque association qui reste dans son coin et puis qui affronte les difficultés toute seule. Mais il me semble qu'on gagnerait à avoir cette synergie-là. Et il y aura des obstacles, certainement, mais il me semble qu'on peut les surmonter si la volonté est là. Dans leur façon de fonctionner, je dirais que ce qui est peut-être une particularité dans ce que j'ai pu observer, c'est qu'elles fonctionnent toujours avec un binôme dans le pays d'intervention. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on observe. Alors, ce binôme, c'est soit, je dirais, l'antenne de l'association qui a été fondée en France, en fait, mais qui s'appelle, c'est l'association X. Et ben, il y aura X France et X Maroc ou X Cameroun. Voilà. L'association Afrique-Europe Avenir travaille avec une association locale au Cameroun, donc les cultivateurs du Sud, qui sont un peu notre relais sur place. C'est eux qui nous transmettent un certain nombre de données de manière plus ou moins régulière. Pour assurer la pérennité du projet, l'association AEA construit un partenariat solide avec une autre association sur place au Cameroun. Travailler en collaboration avec un partenaire fiable est une des conditions indispensables de la réussite et de la pérennité d'un projet. Qui se chargera de faire tourner l'activité après leur départ, si ce n'est lui? Antoine ne cesse de joindre son partenaire local au Cameroun, l'Association des cultivateurs du Sud, qui prend contact avec plusieurs entreprises locales pour établir des devis pour la construction, l'électrification et l'aménagement du bâtiment.
tu connais la mairie de Grande-Sainte? Les membres de l'association se réunissent souvent. S'ils veulent développer leur projet, ils n'ont pas le choix. Malgré les contraintes de chacun, il est important qu'ils se réunissent régulièrement pour construire petit à petit les fondations qui formeront les bases solides d'un projet viable, et notamment la recherche de financement qui est très chronophage. Ça doit aller en On a 4 points. Pour la construction du bâtiment, il y a l'acquisition du terrain qui a déjà été faite au nom des cultivateurs du Sud. Donc ça, c'est une étape qu'on a déjà validée. La deuxième étape, parce qu'on avait dit que comme on ne pouvait pas avoir tous les financements, on n'était pas certain d'avoir tous les financements, on allait donc fractionner la construction du bâtiment en plusieurs étapes, notamment 3 étapes. La fondation, c'est-à-dire la structure du bâtiment au sol. Ensuite, la seconde étape qui sont les murs. Et la troisième étape qui est la finition avec la couverture. Donc on le ferait en 3 étapes. Le financement qu'on pense obtenir est à 2 114 125 000 francs CFA. Donc ça c'est le devis. Et je vous ai mis, j'ai facilité, en euros, ça nous fait 3 222 euros. Donc là, vous avez le devis détaillé, le montant total, ça c'est en francs CFA, et sur la feuille ici, il y a en euros. L'essentiel étant de trouver, comme on dit, les fonds, quoi. Parce que les devis, c'est toujours, les devis seront toujours les devis, et ce qu'il faut, c'est essayer je pense, de se réunir assez souvent pour qu'on puisse faire un petit peu du management pour gagner de l'argent. Comment peut-on s'auto-financer par rapport à l'association? Il y a beaucoup, énorme. Tu as beaucoup de possibilités pour pouvoir s'autofinancer au niveau de l'association. C'est bien, il y a des... quand tu parles comme ça. Oui, mais il y a pour l'instant, on rame, faut dire les choses comme elles sont. Il y a la vente il y a la vente des tableaux, il y a la vente, il y a beaucoup de choses, mais énormes. Là où on en est, c'est pas folichon. Donc, il faut que nous fassions des actions d'autofinancement. Et la brocante était une idée. Donc, on valide le projet de brocante avec la précision que l'alimentaire pose problème. On est d'accord pour valider ça? Les OSIM, ces Robins des Bois, vont à la pêche aux subventions en sollicitant les bailleurs de fonds publics, les fondations d'entreprises, les mécènes et les particuliers. Évidemment, il est difficile d'obtenir la totalité de la somme demandée, ces derniers ayant un nombre important de demandes, mais une enveloppe budgétaire limitée. Mais ces structures ont trouvé une astuce. Déposer un maximum de demandes pour en obtenir un minimum. Néanmoins, les projets doivent être solides pour décrocher une subvention. Il ne suffit pas d'une bonne idée et de bonne volonté. Donc pour faire simple, il y a nos fonds personnels, les fonds propres de l'association qu'on obtient avec les cotisations des membres, avec les dons des membres. Il y a des membres qui sont généreux, ça je le précise. Il y a aussi un financement par les collectivités. La loi du 7 juillet 2014 relative à la politique de développement et de solidarité internationale marque une véritable reconnaissance de l'action des collectivités territoriales dans ce domaine. Elle fixe le principe de la promotion d'un développement durable dans les pays en développement, dans ses 3 composantes économiques, sociales et environnementales, dans le respect des objectifs du développement durable. Elle prévoit alors des financements aux acteurs de la solidarité internationale. Depuis les années 90, en fait depuis 1981 en France, et un peu plus depuis les années 2000, les institutions publiques, pour prendre le cas français, reconnaissent ces associations, leur accordent des moyens qui sont très faibles, mais en tout cas leur donnent des possibilités d'exister en tant qu'association, donc de se regrouper en tant que ce qu'ils sont, d'agir
au nom de leur relation avec le pays d'origine, et en plus, il y a quelques petites possibilités d'obtenir des cofinancements pour ça, des aides au montage de projets. Une collectivité locale comme le département des Yvelines, bien sûr, ne peut pas régler les problèmes du monde avec ses propres moyens, mais elle se doit de participer à ce mouvement de solidarité internationale pour essayer d'œuvrer au rétablissement des équilibres mondiaux. J'anime la politique Yvelines Partenaires du Développement. Yvelines Partenaires du Développement, c'est une décision prise par les élus en 2007 de soutenir et de s'engager dans la solidarité internationale, la coopération internationale, en y consacrant chaque année 1 euro du budget départemental par an et par habitant. Les villes ne sont pas isolées du reste du monde, elles coopèrent, elles se solidarisent, d'abord parce qu'il y a des besoins qui s'expriment et ces besoins sont souvent relayés par les citoyens. Et une ville a un intérêt en particulier à s'engager dans la solidarité internationale, d'abord parce qu'elle participe de la même marche du monde et elles ressentent, je crois, le désir profond d'apporter leur contribution à l'édification d'un monde qui soit à la fois plus juste et peut-être plus égalitaire. On a adopté, on va adopter à la rentrée prochaine des nouvelles orientations sur la coopération décentralisée en particulier, pour éviter de créer des liens de dépendance entre l'aide du département et les actions des collectivités locales qu'on finance. On va aider jusqu'en 2020 ces collectivités locales à construire leurs propres capacités de réflexion, de planification, de mise en œuvre des actions, des politiques publiques. On va les aider aussi à mieux collecter leurs impôts, à mieux faire rentrer l'argent en valorisant leur domaine dans les caisses de la collectivité pour qu'elles soient en mesure de financer elles-mêmes une partie de leur développement. Et puis on va essayer aussi de les aider et de les former à rechercher des financements auprès des bailleurs qui peuvent exister, l'Union européenne, l'Agence française de développement. Les villes ne sont pas à l'initiative, ne sont pas nécessairement à l'initiative de l'action internationale ou de la solidarité internationale, pour être précis. Elles assument d'abord un rôle d'accompagnateur et de booster. Et notre travail, c'est d'accompagner justement les associations sur deux plans, la méthode, puisque la solidarité internationale, c'est un métier qui ne s'improvise pas, et également sur le plan financier, puisque la puissance publique a aussi, dans le cadre de ses engagements, à apporter sa contribution. En tout cas, elle estime devoir le faire à destination des associations. J'y vois aussi un troisième point qui est important, c'est que vous savez, quand on accompagne les associations à développer des projets à l'international, elles mobilisent sur place de l'expertise, elles animent les territoires, et nous avons aussi un intérêt d'animation du territoire qui est important. Donc à l'ordre du jour, il y a l'état d'avancement du projet de construction au Cameroun, avec la définition de la mission de lancement. Donc la bonne nouvelle est que nous avons obtenu la subvention du conseil régional. Donc tu fais c'est une bonne nouvelle. Bien sûr. Donc voilà, on avait demandé 4 000 €. Donc là, on va avoir 3 600. On attend pour la subvention du Praosim, pour savoir si on va être financé. Et c'est ce qui va définir le chronogramme pour aller au Cameroun pour lancer les travaux pour le bâtiment du centre de formation. 15 jours plus tard, il reçoit un appel du Praosim. La demande n'a pas été acceptée à cause d'une diminution du budget octroyé. Ce qui est très intéressant sur ce monde associatif, c'est leur capacité à s'autofinancer. C'est-à-dire que le modèle association villageoise, jusqu'aux années 90, ne bénéficiait jamais de cofinancement public, ou alors vraiment à la marge et grâce à l'aide d'ONG françaises ou d'associations françaises qui agissaient à leur côté, qui faisaient l'intermédiaire des institutions, mais on considère que le modèle association villageoise s'autofinance à 90%.
finance les projets par elle-même. Ça veut dire les cotisations des membres, ça veut dire faire des événements au cours desquels on va pouvoir récolter de l'argent. Et ça, c'est tout à fait, je dirais, spécifique pour le coup. Le modèle des associations OSIM plus récents s'autofinance beaucoup moins parce qu'il n'y a pas cet ancrage communautaire initial avec ces cotisations, cette pratique de cotisation traditionnelle. Bon. Mais il y a quand même un gros travail sur l'autofinancement. Quand on organise quelque chose, chacun dit ce qu'il peut faire. Quand on a organisé la soirée, il y a la trésorière qui a dit « moi je veux m'occuper de la salle ». Il y a l'autre qui dit « oui, moi je veux faire à manger ». Il y a l'autre qui dit « oui, on va aller faire des courses ». Il y a l'autre qui dit « moi je vais amener telle chose ». Donc chacun a son côté d'occupation pour que tout soit réuni en même temps et en bonne et due forme aussi. Ce sont toujours des associations où les membres, parce que ce sont que des bénévoles, mettent beaucoup de leur poche aussi pour payer les billets d'avion, etc. Et enfin, il faut savoir que les dispositifs de cofinancement public qui viennent les aider demandent toujours que l'association amène beaucoup d'argent. Du coup, il y a à la fois des pratiques d'autofinancement et en même temps une incitation publique à dire, si vous voulez qu'on vous donne de l'argent, amenez de l'argent dans votre poche aussi. On vend combien ? Ah bon, je croyais. Il est encore chez lui, hein? Je suis allée hier pour mettre mes choses à la voiture. Tout n'était pas prêt. Tout ce qu'il m'a donné, que ça. C'est dur, hein. J'ai mis mon réveil à 4 heures. Oui. Et à 4h30. Et 2 fois je les ai éteints. Et je me réveille en fait parce que Rina veut faire pipi. Je me dis, attends, il est déjà quelle heure là? Je me disais j'allais dormir pendant encore peut-être 10 minutes comme ça. Bah non. 5h moins 10. J'ai annulé mes vacances uniquement pour d'abord rester avec Antoine. Sinon j'allais déjà partir depuis. Mais comme je sais que tout seul ça ne peut pas aller, quoi. Il faut que je sois là. Oui, surtout que moi j'ai pas d'expérience. C'est ma première expérience de brocante. Hein. Donc je me suis dit, je vais d'abord rester là jusqu'à 15h. Après 15h, il y a Suzanne qui va venir aussi. Donc ce qui fait qu'il ne sera pas tout seul non plus. C'est pour ça que je suis arrivée là à l'heure. Oui. Bah moi je n'avais que 30 minutes de retard. Hein. Si on fait un chiffre d'affaires de 150 €, ce sera bien. C'est 75 pour les membres, pour leurs affaires, et 75 pour l'association. Bah si on vend tout, c'est toujours mieux. Hein. Tu te regardes alors. Lequel on regarde? Là tu as plus d'informations et là tu as plus d'images. Bah, c'est mieux de voir l'action. Ok, regarde celui-ci. Ah ouais. Bah, je fais une espèce de tirelire. Bah, j'ai vu faire ça en fait pour les gens qui veulent juste aider avec une pièce. Ah, ça bouge. Il y a des idées. En fait, c'est 12 €, mais on est en fait une association. Donc là, on profite de la brocante pour récolter des sous pour l'association.
Et donc il y a la moitié, 50%, qui sont reversés donc pour l'association. On a passé une bonne journée. On a bien vendu. Bon, on a fait pas mal de rabais aussi quand même, faut dire les choses. Et puis malgré il y a le temps qui... Le temps ne s'est pas trop prêté à la vente, mais ça a été une belle première expérience. Oui. Bon. Ça a fonctionné, les gens ont donné, se sont débarrassés de la petite pièce, ou ont donné une pièce pour contribuer à notre action. Et non, c'est encourageant. Il y a des gens qui n'ont rien acheté, mais qui ont donné une pièce. Ils ont récolté 105 € pour des heures de travail. Le but est-il exclusivement de récolter de l'argent? Si oui, ce moyen n'est pas rentable. Toutefois, l'objectif semble plutôt de faire découvrir l'association. Si c'est cela, alors l'objectif est atteint. L'association se fait connaître et reconnaître, développe son réseau. Les OSIM rencontrent généralement des difficultés à envoyer leur dossier à temps. En effet, les deadlines imposés par les bailleurs de fonds ne concordent pas toujours avec les emplois du temps des membres de ces associations. Ils ont parfois du mal à collecter toutes les informations et documents indispensables à la complétude des dossiers de subvention. La tâche est complexe et lourde. Pour l'instant, ça se passe bien. Après, c'est clair qu'il faut une avancée de fonds. Donc, du coup, on doit s'organiser en interne pour avancer les fonds propres. En tout cas, pour la plupart, ça a été nos fonds propres. Et puis après, le versement de financement, c'est parce qu'on y croit et on a envie de mettre nos sous à contribution. Et puis, le remboursement se fera une fois que la subvention sera passée. Mais je me dis, on dit dans la vie qui ne risque rien à rien. Donc c'est pour ça que je me plonge, je me dis oui, je veux me battre comme tout le monde. Pourquoi tous les autres arrivent, pourquoi pas moi? Mais tout ça, ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de sacrifices, ce n'est pas du travail parce qu'il faut sacrifier. Tu n'as pas le temps de te reposer chez toi. Ah non, il faut parce que si vous ne bougez pas, rien ne bouge. Rester à la maison, ça apporte parce que vous avez avec votre famille. Mais si vous avez un objectif à atteindre, il faut bouger. La vie associative des OSIM s'immisce au cœur de la vie privée de ses membres. S'engager sur un projet de solidarité internationale induit des sacrifices inéluctables. Moins de temps pour les loisirs, pour se reposer, pour la vie familiale. Leur entourage est indirectement concerné par cet élan de générosité. Certains l'acceptent et soutiennent, alors que d'autres peuvent le subir. Mais ce n'est pas facile de tenir une association, c'est un combat de tous les jours. Vous pouvez avoir des membres, mais ils sont là pour vous soutenir, mais il ne faut pas toujours compter qu'ils seraient toujours là. Donc le rôle, c'est d'avoir des vivres. Ce n'est pas facile, même pour demander des subventions, pour essayer de faire quelque chose. Donc il y a toute une partie suivie de courriers, suivie de mails qui prend le temps pour un responsable associatif. Maintenant, il y a les réunions pour l'association déjà, où on les programme après le travail. C'est généralement en fin d'après-midi, début de soirée, ou alors les week-ends. C'est des réunions d'1 heure en général. Mais parfois, on se retrouve à prendre 2 heures, voire parfois plus, en fonction de la thématique ou du cadre dans lequel nous sommes amenés à avoir cet échange-là. Et ensuite, il y a une partie aussi plus administrative, suivre le traitement du compte de l'association, voilà, les différents paiements avec les fournisseurs, les prestataires. Mais bon, il faut aussi trouver le temps pour ces autres activités, pour la famille. Il ne faut pas non plus que l'engagement associatif aussi devienne problématique pour ces autres engagements, que ce soit professionnel ou alors au niveau de la famille, parce que il faut être équilibré, il me semble, en toute chose. Nous avons tous des activités professionnelles, donc c'est concrètement, nous pouvons nous voir qu'en soirée,
entre 2 semaines à 1 fois par mois. Et du coup, voilà, on essaie de se voir au moins 1 fois par mois pour échanger sur les projets et du coup, voir éventuellement qui pourrait être chargé de tel ou tel projet. Donc, il y a une répartition au niveau des tâches de l'association. Mais c'est vrai que pour se voir, quelquefois, ça peut être par téléphone, visioconférence ou tout simplement les réseaux sociaux et puis voilà, et le téléphone. Cette expérience, quand l'association Amadec a organisé l'anniversaire, c'était pas évident. Moi, je rentrais à ma maison des fois 1h du matin. Pourquoi? Parce qu'il fallait aller aux rencontres des personnes. Il fallait aller au palais littoral parce qu'il y avait des choses là-bas. Donc j'assistais. Après, j'attendais à la porte pour donner des flyers, donner des invitations. Donc tout ça, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est d'aller aux rencontres des personnes. C'est pour que les personnes nous écoutent aussi, nous essayer de nous venir en aide aussi. Voilà les difficultés. Même nos compatriotes, c'est pas évident. Le temps que je consacre à l'association par semaine est important. Il y a des moments où c'est plus et il y a des moments où c'est moins. Les membres d'Afrique Europe Avenir se réunissent avec une cadence qui est particulière. Donc c'est en général 1 fois par mois. Mais en fonction des actions ou alors de notre actualité, ça peut être avec une fréquence plus importante, c'est-à-dire plusieurs fois dans la semaine. Il y a bien sûr des échanges informels et c'est quand même pour l'essentiel des échanges informels, c'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément la réunion administrative officielle tous les mois, mais nous parlons au téléphone assez régulièrement. Nous voyons. Comme nous sommes de plusieurs associations, quand on va à la réunion de l'autre association dont le membre fait partie de notre association, nous échangeons aussi en partie sur les actions de notre association. Donc il y a cette synergie-là qui est importante. Mais je dis les choses pour être précis, il y a 10% des membres de l'association qui sont vraiment actifs. Donc soit on se retrouve à 3 chez l'un ou chez l'autre, parfois on va se retrouver à 5, régulièrement on est 2 ou 3 à se voir, donc voilà un peu comment on fonctionne. L'autre objet de l'association est ici, à Dunkerque, ici en France, en Europe, de sensibiliser sur les interactions agricoles entre le Nord et le Sud. Et c'est toujours, il me semble, une bonne chose que d'informer les citoyens d'ici, en Europe, sur les enjeux entre le Nord et le Sud. Il est important de montrer que l'Afrique, ce n'est pas seulement la pauvreté et la famine, mais aussi et surtout une richesse culturelle qu'ils ont à cœur de faire découvrir. Un samedi de novembre, à 8h du matin, des Ozimes de Dunkerque finissent d'installer leur stand au village des Solidarités de Dunkerque lors de la semaine de la solidarité internationale. Cette vitrine est le moyen pour eux de valoriser leurs actions, mais aussi de prouver au grand public l'intérêt d'un tel dévouement. Comme l'indique son nom, le village des Solidarités met en lumière non pas la solidarité, mais les solidarités. Il s'agit de mettre en évidence les différentes formes de solidarité pour que la population qui les entoure, et surtout les plus sceptiques, se rendent compte que contribuer à un monde meilleur est l'affaire de tous. Et en sensibilisant la jeunesse à partir des toutes petites classes, c'est-à-dire le CM1, le CM2, le collège, le lycée, avec une goutte d'eau qu'on arrive à distiller ça et là, il me semble que ça produit des résultats. Et de temps en temps,
nous avons de bonnes surprises de personnes qui sont touchées par simplement l'action de solidarité internationale et qui nous aident. Mon action est modeste, notre action est modeste, mais si nous réussissons à sensibiliser une personne, 2 personnes, au fur et à mesure, ça fera boule de neige. Ça prendra peut-être du temps, mais moi je suis convaincu qu'on peut contribuer à changer le monde en sensibilisant une personne à la fois. J'en suis convaincu et ça me motive. Que nous agissons en Afrique, au Cameroun, à Kribi, mais nous agissons aussi à Dunkerque, en France, en Europe. Et on peut se dire, oui, pourquoi est-ce que le Dunkerquois doit se sentir touché ou doit se sentir interpellé par ce qui se passe à 6000 km de lui? La réponse est que nous sommes dans un village planétaire, ou plutôt dans un monde interconnecté. Il y a des liens qui existent, qui datent de très longtemps et qui structurent l'économie mondiale. Les déséquilibres, nous devons les combattre localement parce que je suis autant touché de voir un SDF à Dunkerque qui n'a pas de travail, qui n'a pas de logement, qui n'a pas de quoi manger. Et dans un autre cadre, je suis aussi touché par la cultivatrice qui a une difficulté à vendre sa production d'igname, à vendre sa production de manioc, et c'est des souffrances qui sont comparables, et il n'y a pas une souffrance qui soit supérieure à l'autre. La sensibilisation est une responsabilité de tous, il me semble. Aujourd'hui, nous sommes 10 à sensibiliser. Si demain, nous sommes 100, on a la possibilité de décupler notre action et notre impact. Depuis les années 90, en fait depuis 1981 en France, et un peu plus depuis les années 2000, les institutions publiques, pour prendre le cas français, reconnaissent ces associations, leur accordent des moyens qui sont très faibles, mais en tout cas leur donnent des possibilités d'exister en tant qu'association, donc de se regrouper en tant que ce qu'ils sont, d'agir au nom de leur relation avec le pays d'origine, et en plus, il y a quelques petites possibilités d'obtenir des cofinancements pour ça, des aides au montage de projets. Actuellement, en ce qui concerne l'Afrique, force est de constater que de manière générale, les associations des Africains de la diaspora ne sont pas reconnues comme des acteurs du développement par les États africains et les ONG. Mais les choses changent peu à peu. Pour sortir de la crise quasi endémique qui semble les frapper, les dirigeants africains en premier doivent prendre conscience de ce fait et considérer l'apport de leur diaspora comme un aspect des alternatives, de l'aide extérieure au développement qui a endetté l'ensemble des pays du tiers-monde. Oui, la diaspora joue un rôle prépondérant parce que au niveau des infrastructures qui ont été construites dans les villages d'origine, c'est en grande partie construite par la diaspora. Il n'y a pas forcément eu d'aide publique pour la construction de ces équipements, notamment au niveau des écoles primaires. Donc ils ont construit les écoles, ils ont mis des enseignants, des formateurs qui payent à leur charge. Notamment pareil aussi pour les cases de santé ou les dispensaires. Financièrement, ils soutiennent les familles qui sont là-bas aussi. Donc du coup, sans la diaspora, je pense que le développement des villages serait très compliqué. Pour ma part, je pense qu'ils se sont substitués parce qu'à un moment donné, il y a eu des demandes faites au niveau de l'État où il n'y a pas eu de réponse concrète. Et pour eux, ils sont partis de très loin. Il y en a qui sont partis à 20 ans de leur village avec la sécheresse, avec toutes les difficultés qu'on peut avoir. Donc ils se sont dit, bon, l'État n'est pas forcément présent, donc nous, on va faire avec les moyens dont on dispose ici pour en tout cas améliorer les conditions de vie de nos compatriotes.
Il y a beaucoup de transferts d'argent au niveau des immigrés dans notre pays, au Sénégal, mais en particulier dans les zones à fort taux d'immigration. Et cet apport donc des immigrés dépasse largement les aides publiques au développement, les APD, dépasse largement. Donc ce qui fait que, mais malheureusement cet argent n'a jamais servi à faire du développement économique. C'est de l'argent qui a servi souvent à gérer des cérémonies de famille, des cérémonies familiales. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on en est conscient et ce qui fait que les autorités font beaucoup d'efforts pour quand même réorienter cette manne financière. Le développement, c'est à la base. Et à la base, on a besoin de tout. La solidarité internationale, c'est sur les questions de la santé, sur les questions de l'éducation, sur les questions d'accès à l'eau potable. Donc des choses qui sont vraiment basiques pour tout terroir qui souhaite se développer. Et ça va contribuer fondamentalement à créer l'attractivité dans ces territoires. Nos États ont bien compris le rôle de la diaspora et c'est aussi de mettre en place des dispositifs incitatifs donc à ce lien, donc à faciliter ce lien avec la diaspora. Il y a des dispositifs spécifiques à la diaspora. Donc, il y a des dispositifs aujourd'hui, le fonds GIP, un fonds de garantie pour les investissements, un fonds 6, un fonds souverain où on peut émarger jusqu'à 300 000 € quand même pour faciliter. Et l'État garantit en même temps si le projet est viable. Donc l'État a conscience que la diaspora a un rôle à jouer. La diaspora elle a un rôle parce qu'elle a de l'expérience, elle a vu autre chose et que les besoins sont aujourd'hui urgents et existent au Sénégal. Donc, toutes nos collectivités locales se déplacent en France, en particulier en France, pour essayer de tisser des relations avec des collectivités locales françaises ou avec surtout la diaspora qui est le maître d'œuvre en général de ces opérations de déplacement pour faciliter ces liens-là. Aider son pays d'origine ne signifie pas délaisser son pays d'adoption. En France, certains membres des OSIM aident mais de façon différente. Les plus démunis ont la chance de pouvoir bénéficier des aides de l'État et de s'adresser à des structures prévues pour les soutenir. A contrario, la plupart des résidents des pays d'Afrique ne jouissent pas des mêmes garanties sociales françaises. Les OSIM n'ont pas vocation à se substituer à l'État. Que faut-il faire ? Laisser aux États africains la responsabilité de tout solutionner ? Pour nous, OSIM, c'est non. Nous n'aurons jamais la même force d'action que les États, mais nous avons le mérite de le faire à hauteur de nos capacités. L'État se doit d'être solidaire. Oui, mais le citoyen ne peut-il pas participer à la construction d'un monde plus juste, plus solidaire ? Le rôle des OSIM n'est pas insignifiant, bien au contraire. À elle de continuer la longue et laborieuse contribution pour voir un jour peut-être, dans l'utopie qui les anime, un équilibre socio-économique mondial s'établir et des conditions de vie dignes et égales.